aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier 2025, il est 8h et comme chaque matinée, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Amel Arabi nous rejoint déjà. Amel, bonjour. Bonjour Anour. Comment ça va, Amel? Ça va très bien. On est bien réveillés, Amel. Ah oui, oui. N'est-ce pas? Oui, ça va. On est bien réveillés. Exactement. N'est-ce pas? On va dire que c'est la nuit qui a été généreuse. On va dire ça. Toute la soirée déjà. Ça a commencé en fin de soirée. La pluie? La pluie. Non, c'était en début de soirée. En début de soirée. En début de soirée, oui. D'accord. Ensuite, ça s'est calmé pour le moment. Mais après l'après-midi. Il y a eu quelques gouttelettes quand même ce matin. Oui, d'accord. Il y a eu quelques gouttelettes qui m'ont accompagnée en arrivant à la télévision. Ah d'accord. Voilà. Moi tout à l'heure, non, il n'y avait rien. Donc peut-être. Oui, on vient de deux. Voilà. C'est local. C'est local, effectivement. Voilà. Ça va, Amel? Ça va. On a passé une bonne semaine? Oui, ça va. Alhamdoulilah. Alors aujourd'hui, Amel, nous allons parler de jeux d'échecs. Ça te dit? Je connais pas trop. Moi non plus. Je suis pas vraiment, et je suis pas encore fan non plus des jeux d'échecs. Moi, je trouve ça très gracieux et très impressionnant. D'accord. Je trouve ça très, très, très impressionnant. C'est quand même un jeu de stratégie. Hein. Oui, un jeu beaucoup de stratégie, beaucoup de réflexion. C'est vraiment de la gymnastique cérébrale. Hein. Ah oui, oui, oui. Voilà, c'est vraiment de la gymnastique cérébrale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi, hein. C'est des calculs, c'est des réflexions, c'est des prises de décision aussi à un moment donné. Oui. Et ça a son impact d'ailleurs sur la vie quotidienne, paraît-il. Ah bon? Dans la prise de décision, parce qu'après, ce sont des réflexes qu'on prend. Hein. Exactement. Même pour ce qui est des enfants qui sont scolarisés. Ah oui. Donc ça a aussi un bon impact. D'accord. Voilà, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les jeux d'échecs feront partie des Jeux Olympiques. Donc ils seront, ça forge. Voilà, ça forge effectivement. Et aujourd'hui, nous allons parler donc des jeux d'échecs et surtout donc de leur intégration aux Jeux Olympiques. Nous parlerons aussi de musique. Ça te dit, musique andalouse? Ah oui, j'aime bien. Alors là, c'est un événement assez particulier puisque c'est un événement qui va regrouper les 3 écoles en même temps. Donc ça va être un très très beau spectacle qui sera donc animé par 3 grands artistes qui viennent d'ailleurs des 3 écoles. Nous en parlons donc en compagnie de nos invités dans un petit moment. Et comme chaque vendredi, pardon, voilà, il y a toujours un décalage avec Nour. Nour, elle a toujours un décalage d'une journée. Quelque part, d'une date, d'une journée, d'une année peut-être. Peut-être. Je ne sais pas, je n'arrive toujours pas à être... Et tu sais que c'est un décalage que j'ai depuis que j'étais toute petite. Hein. Ah bon? Oui. Alors, pour l'anecdote, juste entre parenthèses, une fois, c'était à l'école, c'était au primaire. Alors, nous étions le 1er avril et j'avais écrit le 1er mai. Ah bon? Et puis, je me rappelle que la maîtresse m'avait dit, t'es sûre? J'ai dit, oui, je suis sûre qu'aujourd'hui, nous sommes le 1er mai. Et puis, il y avait un de mes camarades qui me dit, tu sais, le 1er mai, si on était aujourd'hui le 1er mai, bah, on aurait été en journée fériée. Ah jour oui? férié. Bah oui. Et c'était bien après que je m'étais rendu compte qu'effectivement, on était le 1er avril. Voilà, donc finalement... Mais ça va, je me rattrape. Hein. Une petite parenthèse. Je me rattrape. Après, je suis bien entourée, hein, je suis bien encadrée. Si jamais je me trompe, on est là pour... la mettre sur le droit chemin. Voilà, sur la bonne date. Exact. Surtout. Donc, comme chaque vendredi, je disais, Samira Hadjamal sera parmi nous. Aujourd'hui, elle va rendre hommage à une éditrice qui nous a quittés cette semaine, c'est une éditrice qui a beaucoup fait pour le livre, pour la promotion du livre et surtout pour la promotion de la jeunesse, des jeunes écrivains. Donc, il s'agit de Samia Zenadi qui nous a quittés donc cette semaine, et Siham Knouch aussi sera parmi nous pour nous parler des prénoms, donc un autre voyage qu'elle va nous proposer à travers de très très beaux prénoms donc qui représentent pleinement notre culture. Et aussi, comme chaque vendredi, Dr Fathi Benachnou sera parmi nous, donc on va continuer à parler de toutes ces pathologies donc qui touchent un petit peu les os, qui touchent les cartilages, les articulations, et cette fois-ci on va parler d'une maladie qui touche aussi bien les femmes que les hommes, mais beaucoup plus les femmes. Il s'agit donc de l'ostéoporose, on en parle beaucoup effectivement, et donc ce sera en compagnie du docteur Fathi Benachnou dans un petit moment. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais sinon, les pluies, on en aura aujourd'hui? Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Et comme par hasard, cette fois-ci, ça sera plus à l'ouest. Ah, bah oui. C'est rare. Généralement, c'était l'est, mais cette fois-ci, c'est l'ouest. Eh ben, c'est rare. Oui, les bonnes nouvelles. Oui, voilà. oui. Les bonnes nouvelles de l'année. Donc, un peu plus de détails, Amel. Allons-y. Parfait, ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل.
Et Amel vient avec de bonnes nouvelles ce matin. Amel. Ah oui, franchement. Et 3 vigilances. Hein. Rien que ça. 3 vigilances, oui, rien que ça. Rien que il y a le vent, la neige et la pluie. Ah, il faut faire très attention. Surtout les vents. Voilà, il faut faire très attention, oui, effectivement. Un peu plus de détails, Amel. Allons-y. Vas-y, c'est à toi. Merci, Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, Météo Algérie a prévu aujourd'hui 3 vigilances orange. L'une concernant les vents, mais plus sur les régions sahariennes. Donc, soyez très prudents. La visibilité risque d'être réduite vers ces régions. Tout à l'heure, je vais préciser les régions. Aussi la pluie et la neige, mais cette fois-ci sur les régions de l'ouest. Et ces pluies sont localement assez marquées l'après-midi, plus exactement du côté de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, Oran et Ain, Timouchent, où des quantités de pluie peuvent arriver jusqu'à 50 mm. Également de la neige sur les sommets qui peuvent atteindre les 5 à 10 cm d'épaisseur vers toujours Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Larwa, Djelfa, Al-Bayad et Naama durant cet après-midi. Donc Météo Algérie prévoit pour aujourd'hui un ciel souvent nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord, d'ouest en est. Et ces pluies, ces nuages vont donner des pluies localement assez marquées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais plus près des côtes ouest et les régions intérieures. Quelques pluies également orageuses près des côtes centre et est. Et vers l'intérieur, et à noter des vents forts aujourd'hui près des côtes ouest et vers les régions et les hauts plateaux de l'ouest qui peuvent atteindre parfois les 80 km/h. Donc soyez prudents. Et de la neige sur pratiquement tous les sommets d'ouest en est. Sur les sommets de l'ouest qui peuvent avoisiner les 1200 mètres d'altitude. Sur le centre et l'est, les 1400 mètres d'altitude durant cet après-midi. Et au sud, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des vents forts sur pratiquement une grande partie des régions sahariennes avec quelques pluies par endroits vers le Bécharoua, le Nord Sahara et les Oasis. Mais ces vents seront plus importantes, mais plus vers le Sahara central, le Egher Tassili, le Sahara oriental, où les vents peuvent atteindre parfois les 80 km/h. Donc la visibilité risque d'être réduite vers ces régions. Soyez prudents avec des chemins de sable un peu partout vers les régions sahariennes. Eh bien, les températures seront plutôt agréables avec l'arrivée de la neige. Le minimum 4 degrés seulement à Al-Bayad, 8 Djelfa, 9 à Tiaret, 6 Sétif, 12 degrés Tizi Ouzou, Batna également Guelma, 13 à Annaba, 14 à Alger, 15 à Oran et Tlemcen. Au sud, 16 degrés seulement à Béchar, 17 Gardaïa, 20 degrés à Biskra, également Tindou, 23 à Elizi, Tamanrasset et Janet, 18 Insalah, 19 à Adrar, 25 à Borj, Bedi Mokhtar et 29 degrés le maximum à Ingezam. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur pratiquement toutes les côtes d'ouest en est, 10 à 30 km/h sur les côtes centre et est. Les vents seront variables sur les côtes est et de secteur ouest sur les côtes centre et jusqu'à 20 km/h sur les côtes ouest et les vents seront de secteur sud-ouest. Et comme toujours, on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h13. Et pour plus d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et on notera une baisse sensible des températures, oui, Amel. Avec l'arrivée de la perturbation, oui. Voilà. Ah bah, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle et rappelons les vigilances. Voilà, température de saison, effectivement, rappelant les vigilances, oui, Amel. Il faut faire très attention pour les 3 vigilances, hein, du nord au sud. Du nord au sud, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Amel, pour les nouvelles. On te retrouvera tout à l'heure, donc après journée du midi, après celui de 19h pour un peu plus de détails. Demain, à partir de 8h. Rendez-vous pris. Merci beaucoup, Amel. Allez, à tout à l'heure et on continue. Ce sera pause musicale et on se retrouve juste après. Toujours dans notre page santé, de parler donc de ces pathologies, ces maladies qui touchent un petit peu les os, les articulations. Et cette fois-ci, nous nous intéressons en compagnie du docteur Fathi Benachnou à l'ostéoporose. Et ce sera juste après cela. Docteur, bonjour. Bonjour, sabah al-khair. C'était hier, hein? Oui.
Non, non, mais ça c'est vrai, cette notion de temps qui accélère. L'accélération du temps, oui. Moi je le sens vendredi à vendredi. Pourquoi? C'est ce que vous nous avez dit d'ailleurs vendredi dernier. Vous avez dit à demain. À Vous demain. n'avez pas dit à vendredi prochain. À demain et chaque... Il y a eu des tentatives d'explication, mais ça reste toujours des théories. Donc rien n'est encore ficelé par rapport à cette accélération du temps. Moi je trouve que c'est bien que le temps passe comme ça, mais on reste pas... Ça veut dire que ce qu'on fait, il est aimé. Ce n'est pas un poids lourd à porter durant de vendredi à vendredi. Et l'apothéose, c'est venir à Canal d'Algérie le vendredi matin. Ça, c'est l'apothéose. Ça veut dire que... Pour nous parler de tout ce qui est rose, finalement. Tout ce qui est rose, peut-être. Non, mais c'est vrai, remarquez le fond, le jardin d'essai, regardez la perspective. Donc exceptionnelle. Le Canal d'Algérie, c'est la perspective vers le soleil. Ben, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère. En tout cas, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaye de faire, notamment en votre compagnie, docteur, encore une fois. Aller vers cette éducation sanitaire, aller vers cette information, cette sensibilisation. C'est un travail de longue haleine. La prévention, la sensibilisation, elle me semble pas marquer le pas sur la thérapeutique, doigts, médicaments, des tas de trucs. Pourtant, chaque semaine, 2 fois par semaine, je suis en contact avec justement des gens qui ont une ostéoporose, qui ont l'arthrose, qui ont des problèmes de squelette. On appelle ça musculo-squelettique. C'est les pathologies musculo-squelettiques qui ont le mal de dos, le mal, c'est tout. Le squelette est quelque chose. Ce sont généralement les maux du siècle aussi, hein, docteur. Et qui sont en augmentation. Mais quand c'est un mal du siècle, je crois qu'il faut agir pour... Parce que ça devient un réel problème de santé publique aussi. Un exemple. Ça nous arrive tous à passer devant une boulangerie. Toujours devant la boulangerie, il y a régulièrement un camion et des ouvriers qui déchargent des sacs de farine de 50 kilos. Et jusqu'à la semaine, des jeunes qui transportent sur leur dos, avec la vigueur de la jeunesse, tout ça. On ne fait pas très attention, effectivement. Voilà. Mais moi, avec le temps, je vois, je ne prédis pas, je ne suis pas Madame Irma, mais avec le temps, ils vont avoir des problèmes musculo-squelettiques et à ce moment-là, ça rentre. Je crois qu'il faut... La médecine du travail, tiens, on en parlera peut-être un jour, et les accidents et les maladies dues au travail. Au travail. Alors aujourd'hui, ça va être l'ostéoporose. On reste toujours dans cette lancée. Les 2 dernières rubriques, nous avons parlé un petit peu des maladies ou des douleurs rhumatismales. Donc aujourd'hui, ça va être l'ostéoporose. Docteur, alors l'ostéoporose, vous nous avez parlé, vous nous avez donné une idée la semaine dernière, mais on reviendra quand même aujourd'hui. Quelle est la différence d'abord entre l'ostéoporose et le rhumatisme ou l'arthrose? Très bien, très bonne. S'il y a une chose à transmettre aux téléspectateurs, et la confusion, elle existe toujours. L'arthrose, c'est les articulations. Et on a l'ostéoporose, c'est l'os lui-même. C'est la constitution de l'os. On fait une confusion et on n'explique pas assez que l'arthrose, c'est l'articulation. C'est le fait qu'il y a une articulation qui permet, par exemple, le genou de plier les jambes, tout ça. Et c'est l'histoire de cartilage, c'est l'histoire, tous ces éléments, ça c'est l'arthrose. Tandis que l'ostéoporose dont on va parler aujourd'hui, c'est l'os lui-même, c'est la structure de l'os qui est atteinte. Ça c'est important. Elle est tout le temps piquée. C'est comme dans toutes les maisons. On a les pieds d'armoire ou de table. Un de ces 4 matins, elle est piquée sous ça, comme on dit. Sous ça, c'est des petits trous comme ça, rongés. Eh bien, l'os, c'est ça. Il faut savoir que l'os est un élément vivant. Il est vivant, c'est pas parce que c'est un os. Il y a des cellules spécifiques à l'os. Ça, c'est important. Mais il y a un problème au niveau de la constitution. L'os, la nourriture, entre guillemets, de l'os, c'est le calcium. Mais attention, cette idée est fausse dans la compréhension. C'est vrai que le calcium est la nourriture de l'os.
Et on a un certain taux de calcium dans le corps. Le bilan phosphocalcique, on appelle ça quand on demande des examens. Mais l'os ne peut absorber ce calcium, attention, il ne faut pas se comprendre, il ne peut absorber ce calcium que par l'intermédiaire de la vitamine D. D, c'est comme DJ, quelqu'un a commencé B. Non, pas la vitamine B, c'est la vitamine D. C'est la vitamine D. Et elle est tellement importante que l'on a, chaque personne a un certain taux de vitamine D dans le sang. C'est comme un certain taux de glycémie. Ça n'a rien à voir, c'est-à-dire l'équipement en métabolite du corps humain. Avant de prendre du calcium, on se dit le calcium, et surtout ça c'est les, je m'excuse, hein, c'est les femmes entre elles. Ah, moi j'ai pris du calcium, mais je me suis trouvé très bien. Ça n'a rien à voir. Parce que si on prend du calcium, sans vérification du taux de vitamine Donc, D. si on a une carence de vitamine D à côté, comme si on n'a rien fait. On n'a rien fait, tout ce calcium va aller dans les urines et dans les selles. Ça rentre et ça sort. Tandis que ce qu'il faut faire, et c'est ça qu'il faut suivre, c'est on fait un taux de vitamine D. Je vais faire une analyse du taux de vitamine D. Globalement, il y a eu des études, je ne suis pas au courant d'études algériennes. Est-ce qu'il y a, c'est ça moi mon problème, peut-être que je ne tape pas à la bonne porte. On ne connaît pas la situation, il faudrait faire une étude d'évaluation du taux de vitamine D chez, par exemple, la femme algérienne. C'est important, mais la femme, je vais expliquer pourquoi. Et ça, c'est extrêmement important pour voir. Il y a eu une étude où on avait trouvé un taux de vitamine D très très bas, parce qu'il y a des normes, je ne vais pas citer les chiffres, il y a des normes qui sont effondrées. Il y a une étude qui avait montré que c'était effondré, donc c'est très grave, ça expose à l'ostéoporose, et en fonction du taux de vitamine D personnel. Attention, parce que la vitamine D aussi a une certaine publicité. Moi, je parle de l'ostéoporose, je ne parle pas de la protection, de renforcement du système immunitaire. Non, je parle au niveau de l'os relatif à l'ostéoporose. Là, c'était... Et en fonction de mon taux de vitamine D, c'est pas de celui de ma copine ou de ma voisine, ou bien même de ma sœur, c'est je dois avoir mon taux de vitamine D et l'ajuster en fonction d'une certaine posologie. Ça, c'est important. Après, on peut renforcer par la prise de calcium. Mais il faut éviter l'ostéoporose. C'est une maladie évitable. Premièrement. Donc, elle n'est pas évolutive comme celle du rhumatisme. Si elle est évolutive, si on n'explore pas la vitamine D, ce qui n'est pas très... Et là, entre parenthèses, les gens n'allaient pas, surtout les femmes, faire un taux de vitamine D parce que le prix était très très cher. C'était très 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 cher, un prix vraiment... alors maintenant, ça a diminué, mais on ne voit pas. Par exemple, moi, je propose tout de suite qu'on doit intégrer les taux de vitamine D comme mesure de santé publique, remboursable, parce que les conséquences de non-évaluation de la vitamine D, c'est l'ostéoporose, et à ce moment, l'ostéoporose coûtera beaucoup plus cher, vraiment beaucoup plus cher, au-delà de la situation personnelle de celle qui est... Et pourquoi j'insiste sur les femmes? Sur, par exemple, 10 personnes atteintes d'ostéoporose, 8 sont des femmes. Donc, on comprend que les hommes aussi sont atteints par l'ostéoporose, mais à un degré moindre que celui des femmes. Très bien. Là, vous me faites passer un palier supérieur dans l'explication. Les femmes sont bénies par Allah. Elles ont les règles. Les règles, c'est à cause d'hormones. Elles sont provoquées par des hormones féminines. Parce qu'il y a des hormones féminines et il y a des hormones masculines. Une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme, et sa caractéristique par les hormones naturelles, comme on est créé. Les femmes ont leurs règles. Ces règles sont rythmées par une production d'hormones
qui déclenche les règles à un certain moment. Mais il s'avère également que ces hormones protègent le cœur et protègent le squelette, c'est-à-dire l'os. Mais quand il y a la ménopause, c'est-à-dire l'arrêt des règles, ces hormones ne fonctionnent plus. Oui. Donc, le cœur n'est plus protégé comme et là, on fait des arrêts cardiaques aggravés par la génération actuelle qui fume énormément et un régime alimentaire déplorable. Les femmes font des arrêts cardiaques au moment de la ménopause. Mais en même temps, c'est là où se développe une ostéoporose. Leurs os ne sont plus protégés par l'hormone. Et les os de la femme ménopausée, qui est une étape importante à laquelle il faut préparer les femmes, qui est une étape importante, on a une ostéoporose qui apparaît et qui va aggraver, aggraver. Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre élément qui prépare, qui favorise l'ostéoporose, c'est les grossesses rapprochées. Les grossesses rapprochées. C'est là où il faut dire qu'une grossesse est désirée. Il faut que les femmes comprennent ça. C'est elles qui sont chargées de ça et c'est elles qui risquent de payer le prix. Il faut, très important, désirer une grossesse. C'est quoi désirer? Bon, le désir d'enfanter, tout ça, ok. Mais regardez, quand on va en voyage, ne serait-ce que pour 10 jours, on vérifie les papiers, le passeport, beaucoup de choses. Ça, c'est pour un truc de 10 jours. Une grossesse, c'est 9 mois. C'est un voyage de 9 mois et à ce moment-là, il faut être prêt. Parce qu'une femme, après avoir accouché, et toutes les femmes qui ont accouché, ont un corps lessivé. Parce que le fœtus a grandi, ce beau bébé que l'on admire, c'est la maman qui a payé le prix et à ce moment-là, après une grossesse, elle est lessivée et surtout ses os. Regardez les os après des grossesses, de nombreuses grossesses rapprochées. On a mal présenté le planning familial. Chacun et chacune est libre de son corps et d'avoir des enfants. Mais il ne faut pas que cette grossesse soit la cause d'un délabrement osseux. Alors, il y a la grossesse et puis il y a par la suite l'allaitement pour les femmes qui choisissent d'allaiter. Donc, ce n'est pas que 9 mois, mais ça peut aller au-delà de 9 mois. Vous savez, moi, je tire chapeau aux femmes. Ce n'est pas durant la grossesse, c'est un phénomène qui est naturel. Mais c'est après l'accouchement, il faut que cette femme qui a accouché, qui a enfanté, récupère ce qu'elle a perdu. Et là, on néglige cette étape-là. Très souvent, on conseille aux femmes, par exemple, de prendre du lait et des trucs. Elle me dit non, ne parlez pas de lait, ça me donne envie de vomir. Et les femmes préfèrent les petits plats, les petits hors d'œuvre épicés, tout ça, alors que c'est urgent de remplir. Même Allah subhanahu, il dit que, attention, entre une grossesse et une deuxième grossesse, respecter la période de 2 années. Et ensuite, il faut allaiter, il y a tous ces éléments. Et à la fin, on arrive. Moi, j'ai connu une femme de 34 ans, je l'ai connue en tant que patiente, une femme de 34 ans qui avait 3 enfants. À 34 ans, elle présentait une ostéoporose. C'est jeune pour 34 ans. Oui, c'est très jeune. C'est étonnant. Là, je dois ouvrir... 34 ans, la femme n'était pas encore ménopausée. Oui, mais l'ostéoporose, c'est pas forcément la ménopause. Moi, ce que j'ai dit, il faut arriver à la ménopause avec un capital osseux. Attention, un capital osseux. C'est pour ça que j'insiste que faire des enfants, chacune est libre, chaque couple est libre. Mais il ne faut pas que cet enfantement provoque une ostéoporose. C'est les grossesses rapprochées. Attention, c'est très précis, les mots, les situations. Et là, vous savez, il y a une tradition. Ce qu'elle me disait, c'est pas moi, elle était décharnée et tous ces éléments-là. Elle me dit, c'est pas moi, c'est la Giusti, c'est ma belle-mère qui m'a dit que j'aimerais voir mes petits-fils, les fils de mon fils, tourner autour de moi. Donc il y a ces éléments-là, c'est pour ça que j'insiste moi sur la prévention, c'est discuter, c'est porter, c'est expliquer ce que sont l'ostéoporose.
J'ai pas défini ce que c'est que l'ostéoporose. Dans l'appellation ostéo, c'est l'os. Porose, c'est ce qui est poreux, ce qui est troué. C'est très simple. Donc, il y a toute une campagne nationale qui doit en faire une cause nationale, préciser que l'ostéoporose, voilà le système, voilà qu'on peut. Ce qui est important, le défi, c'est arriver à la ménopause avec un capital osseux constitué. Ça, c'est... Alors, docteur, juste pour résumer tout ça, puisque nous arrivons à la fin de cette rubrique. J'ai résumé, allez-y. Donc, justement, pour rappeler encore une fois, puisque nous sommes en pleine séance d'information, de sensibilisation encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire très rapidement pour arriver justement à la ménopause avec ce capital osseux dont on a besoin? Premièrement, savoir que la ménopause, l'arrêt des règles les règles qui sont une protection de la femme, il faut savoir qu'il y a un moment, on va passer par un cap difficile qui s'appelle la ménopause. Ce n'est pas difficile dans le sens où on n'est plus protégé. Deuxièmement, éviter les grossesses rapprochées. Les grossesses rapprochées. Faire régulièrement, et les gynécologues doivent demander régulièrement un taux de vitamine D. Ça, c'est en fonction de certains critères, faire ce qu'on appelle une DMO, densité osseuse. C'est-à-dire, quelle est la qualité de votre os? Il y a des radios, c'est très simple. Ça se fait en Algérie. Avant, c'était du luxe. Maintenant, c'est pratiquement. Mais il faut revoir les tarifs pour inciter les femmes à faire des vitamines D et des DMO quand il le faut. C'est-à-dire que c'est le médecin avec certaines données disent qu'il faut faire une DMO pour éviter, surtout avec l'ostéoporose, la fracture du col du fémur qui est une catastrophe. Ça, c'est important. Vous voyez, moi je préfère beaucoup plus parler comment éviter une pathologie. La médecine préventive, encore une fois, docteur. Comment éviter, et on peut l'éviter très simplement. C'est ce qu'on espère, en plus, encore une fois, docteur, de l'activité physique, comme vous nous le dites à chaque fois, et l'alimentation. On devrait revenir à l'alimentation saine. On n'a pas le temps de présenter. On a en tout cas le temps de dire les choses les plus importantes dont on a Faites besoin. votre vitamine D et s'il le faut, le médecin décidera de faire une DMO qui est une radio. Merci beaucoup, docteur. Et évitez les grossesses rapprochées, s'il vous plaît. Voilà. Merci beaucoup, docteur. De rien. Donc, encore une fois, pour toutes ces informations. Alors, à demain. À demain, Inch'Allah. Que Dieu nous prête vie. Inch'Allah. Donc, on se retrouve vendredi prochain. Docteur, merci beaucoup. Très bonne semaine à vous. On continue, page d'histoire, en votre compagnie que nous allons ouvrir à présent. Le devoir de mémoire, effectivement, donc, se fait par plusieurs moyens, notamment l'écriture, le livre, qui reste aussi une autre preuve de protection de notre mémoire. Et justement, cette fois-ci, Lamia Boudbouda a rencontré pour nous docteur Karima Ait Dahmen, qui, elle, donc, a édité récemment un livre qui revient encore une fois sur les crimes coloniaux et particulièrement donc, les crimes de guerre de France ici en Algérie. Et elle a donc organisé cette vente dédicace. Et comme je vous le disais, c'est Lamia Boudbouda qui l'a rencontré dans ce compte rendu. On se retrouve juste après. Docteur en sciences du langage et professeur des universités, Karima Ait Dahmen a présenté son ouvrage d'histoire Les crimes de guerre de la France en Algérie, 1830-1847. Dans ce livre de 160 pages paru aux éditions ANEP, l'auteur retrace avec une rigueur documentée les violences extrêmes perpétrées par les forces coloniales, et ce, de la prise d'Alger à la reddition de l'émir Abdelkader. J'ai travaillé sur la période en fonction des archives, documents, discours, témoignages de première main des généraux et gouverneurs généraux. Donc j'ai dit, j'ai pas le droit de laisser ces archives pour moi. Il faut que les Algériens prennent connaissance de leur histoire. D'autant plus, nous assistons aujourd'hui à une bataille de mémoire. Et c'est à nous, les Algériens, d'écrire l'histoire de notre pays. Vous imaginez, entre 1830 et 1847, l'Algérie a connu un déficit démographique. Hein. On n'avait pas les moyens de donner le chiffre exact
des morts, mais selon les estimations françaises, je dis bien françaises, c'est entre 400 000 et 1 million de martyrs. C'est énorme. Massacres, exposition de têtes coupées, viols de femmes, dépossession des terres, enfumades, razzias. Autant de faits rassemblés dans les écrits d'acteurs de la conquête. En citera Bugeaud, La Mauricière, Pélissier, Cavaignac et Saint-Arnaud. Basé sur des archives françaises, l'auteur met en lumière les violences, atrocités, crimes de guerre et pillages. Il y a eu d'abord pillage du trésor de la Casbah, hein, et on n'a pas c'est-à-dire le montant exact, mais ce que je peux dire, selon les estimations actuelles, ils disent qu'il y a eu à peu près entre 6 et 7 milliards d'euros. Ils ont volé le trésor, mais en même temps les œuvres d'art. Là, il faut vraiment consulter les archives au niveau d'Istanbul pour connaître la valeur du trésor de la Casbah qui a été pillé par les généraux et les militaires. En même temps, il y a eu des razzias, massacres, têtes coupées, dépossession de terre. Écoutez, c'était terrible. Hein. C'est une conquête longue, injuste et criminelle. Hein. Un débat qui a permis aux participants d'exprimer des réflexions sur les enjeux mémoriels et historiques. La jeune génération connaît la guerre à travers les manuels scolaires, à travers les films, L'opium et le bâton, Les enfants de la Casbah, la bataille d'Alger, mais ils ne connaissent pas la première phase de la colonisation qui était terrible. Mon but, c'est de m'adresser aux jeunes générations pour leur parler de leur histoire, du début de la colonisation, parce que vraiment, ils ne connaissent pas cette période. Donc finalement, c'est transmettre carrément un savoir aux jeunes générations. Un ouvrage et une réflexion qui se situent à l'intersection de 3 disciplines, analyse du discours, histoire et ethnographie. Elle y consacre de belles pages à l'émir Abdelkader. Bonne lecture. Et voilà, donc un livre que vous pourriez aussi retrouver au niveau des librairies, un autre livre donc, qui vient s'ajouter à la grande bibliothèque qui retrace l'histoire de l'Algérie. Donc c'est un livre intitulé Crimes de guerre de France en Algérie, donc rédigé par Dr Karima Eibdahman. Place à la culture à présent, un événement exceptionnel donc nous réunira demain au niveau donc de l'Opéra d'Alger. Nous en parlons donc en compagnie du chef d'orchestre et aussi le président de l'association Cordoba, donc Monsieur Naguib Kateb, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, merci beaucoup, ça va bien. Alors demain... Bonjour à tout le monde aussi et qui nous écoute. Voilà, alors demain, un grand rendez-vous qui revient. Demain, c'est le rendez-vous à l'Opéra depuis longtemps, 6 ans, je pense qu'on ne s'est pas rencontrés, des 3 orchestres de l'Est et de l'Ouest, donc la musique Arnat et la musique Sanaa et le Malouf, vont se joindre sur la scène de l'Opéra d'Alger avec 3 chanteurs, interprètes. Des 3 écoles. Oui, Salim Fergani, Samir Toumi et Karim Bourazi. Et nous avons aussi les chefs d'orchestre qui est Abir Belkhouja et Samir Boukridira. Et vous-même. Et moi-même. Voilà, et vous-même, donc ça va être une fusion donc des 3 écoles. Des 3 écoles pour interpréter les 3 styles de la musique classique algérienne. Alors ça va se passer comment? Donnez-nous juste un avant-goût. Donc on retrouvera les 3 chanteurs en même temps donc sur scène? Non, pas en même temps. Chacun son tour, c'est comme les chefs d'orchestre. Chaque chef d'orchestre va diriger l'ensemble, le grand ensemble, pour chaque partie qui lui est attribuée. Donc Samir Boukridira va diriger l'ensemble avec Salim Fergani dans la Nouba Malouf. Et tout de suite après, ça va être la direction va être à Adil Belkhouja pour le moment du Ronat avec Karim Bourazi. Et nous terminerons avec ma direction pour
la Sanaa d'Alger avec Semir Toumi. Donc finalement, tout le monde sera servi. Hein? Exactement, ça va se passer cette fois-ci comme les ensembles, les grands orchestres universels. Des fois, vous avez 2-3 chefs d'orchestre dans une seule soirée qui dirigent cet ensemble. Chacun ses partitions et chacun son choix. Nous avons le privilège d'avoir dans notre musique classique 3 styles importants, 3 grandes écoles de l'Est et de l'Ouest qui forment une richesse incommensurable dans ce patrimoine à travers l'instrumentation, la musique, bien sûr, les rythmes importants et aussi le chant. Car entre Tlemcen, Alger et Constantine, nous avons toujours une manière, chacun sa manière d'interpréter les morceaux et l'exécution instrumentale suit. Donc, 3 richesses différentes qui font l'ensemble de la musique classique algérienne. Effectivement. Alors, Monsieur Kateb, je voudrais bien revenir sur tout le travail, j'ai envie de dire colossal, que vous faites sur terrain, vous, toutes les associations qui existent, parce que ça reste quand même l'une des musiques, j'ai envie de dire, les mieux préservées dans le monde. Donc, c'est un patrimoine que nous avons, et vous avez fait un travail gigantesque, justement, pour la préservation de ce patrimoine, et surtout pour sa succession et pour l'apprentissage donc des nouvelles générations. Vous savez, chacun fait son travail propre à lui, pour enseigner d'abord, et pour essayer de mettre de l'ordre dans les noubas. La nouba, elle constitue les 5 mouvements, l'ouverture instrumentale, mais nous avons aussi des ornementations qui apparaissent, comme le Qadriya, Delidla. C'est des morceaux à part qui viennent se greffer sur la nouba. Les Inqilab aussi, c'est un monde à part. Et nous avons Daïra ou le Mchaliya et les Touchia, les ouvertures du Msaddar, ou l'ouverture instrumentale des Insiraf, ou l'ouverture instrumentale qui signe la fin, qu'on appelle Touchit el-Kamel, que nous retrouvons à Tlemcen. Tout cela, c'est les grands maîtres qui ont fait cela. Nous suivons. Nous suivons avec la technologie et les outils de ce siècle. Mais eux, c'est eux qui ont fait ce travail magistral de conservation qui est arrivé aujourd'hui à nous, dans nos mains. Ça veut dire, nous essayons de lui donner un autre engouement de ce siècle. Ça veut dire, je peux vous dire, dans la vivacité, ou dans le style du chant qui change un petit peu, dans la présentation, dans ses fusions. Voilà. Mais la musique classique reste elle-même. C'est comme musique classique européenne, universelle, ou musique qu'on appelle universelle, la musique symphonique, hein, parce que c'est la musique symphonique. Universelle, je ne sais pas. Donc, cette musique aussi est préservée. Donc, tous les grands orchestres européens, ou même asiatiques, ou américains, même ici, chez nous, nous jouons cette musique exactement sur partition pour la pérennité de cette musique et ses grands maîtres, donc ses grands compositeurs. La musique classique algérienne, c'est la même chose. Nous perpétuons ce que nos grands maîtres ont créé depuis des siècles. C'est une des plus vieilles musiques qui a été composée, donc... Non, c'est une des plus vieilles musiques à mouvement. Oui. Les mouvements, c'est le premier mouvement, le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au 5e, justement avec ses ouvertures. Qui a, justement, donné naissance, à travers des siècles, à cette grande musique européenne, ou les opéras d'Italie, parce que nous retrouvons certains fluides. Voilà. Puisque nous avons, dans nos mémoires historiques ou dans nos écrits, que les musiciens venaient de partout à Cordoue pour apprendre la musique et la poésie. Donc, l'évolution européenne est partie dans un autre sens, mais nous avons gardé l'essence même de notre musique à tempérament, qui est très riche par ses rythmes, ses modes, et la musique arabe entière. Hein. Donc, voilà. Donc nous portons le flambeau de la pérennité de cette musique. Donc nous enseignons dans les associations qui jouent un rôle extraordinaire, que je salue tous les présidents et les chefs d'orchestre des associations, car c'est une transmission et c'est une préservation de cette musique et un enseignement à toutes les générations.
pour préserver justement cette identité et ce pont important de la musique classique. Et là, M. Bouazzara, directeur général de l'Opéra d'Alger, a initié encore une fois ce qui va se passer demain. Donc, et je pense que ça va être une tradition. Donc, tous les 2 mois, tous les 3 mois, nous aurons un concert qui englobe la musique classique entière. Ça veut dire l'Ouest et l'Est et le Centre, sur scène. Et chaque fois, il y aura des chanteurs, des interprètes, on dit, qui viendront comment dire. Donc finalement, donner un peu la chance aussi à d'autres musiciens, à d'autres chanteurs. Oui, bien sûr, parce que les orchestres se nourrissent des associations et des conservatoires d'Algérie. Donc les musiciens, on les prend après maturité et ils intègrent l'orchestre. C'est comme les orchestres, les grands orchestres partout dans le monde. Hein. Mais M. Bouazzara, cette fois-ci, je crois qu'il pense à, pourquoi pas, intégrer chaque fois une classe supérieure de telle ou telle association à venir fusionner sur scène avec le grand ensemble andalou. Et ça, je pense que ça va rapporter de la fraîcheur et aussi de l'engouement pour les jeunes musiciens. L'encouragement aussi pour ces jeunes, pour continuer justement à exceller et à préserver cette musique savante. Et l'Opéra d'Alger, c'est un opéra central du pays, donc c'est un apport de la culture algérienne, donc c'est une fenêtre grande ouverte sur ce qui se passe dans notre riche patrimoine, à travers toute la musique. Hein. Ce n'est pas que la musique andalouse. Hein. Nous avons des musiques. Le tergui est magnifique. Hein. La musique est berbère, la musique chabi, les dérivés de la musique andalouse, jusqu'à la musique d'aujourd'hui. Ça veut dire ce qui se fait aujourd'hui, donc dans le moderne, dans le néoclassique et tout. Tout cela a sa place. Bien sûr, il faut que ce soit d'une haute facture, puisque c'est l'Opéra d'Alger. Voilà, effectivement, surtout structuré, comme vous dites si bien, M. Kadeb. Donc, rendez-vous pris demain au niveau de l'Opéra d'Alger. On pourra voir donc l'évolution des 3 écoles, avec 3 chefs d'orchestre et aussi 3 interprètes. Voilà, merci beaucoup, M. Kadeb, d'avoir été parmi nous ce matin. Donc, félicitations d'avance pour ce qui va se passer demain, Inch'Allah. Oui. Voilà. Et puis... je pense qu'il y a 100 places qui sont restées. Alors, je dis aux gens qui sont encore réticents par la pluie, de venir nous écouter et donner leur avis et de voyager avec nous à travers ce concert. Après, comme on parle toujours de préservation, aussi la présence des mélomanes aussi est une forme de préservation. C'est un encouragement. Effectivement. Donc, ça veut dire quand les rideaux s'ouvrent et que cet orchestre trouve la salle. Avec un public qui répond, un public qui est là pour écouter justement ce qui se fait, c'est un encouragement à aller plus de l'avant et de travailler encore plus. Et être encore plus exigeant. Voilà, et être encore plus exigeant puisqu'il y a du répondant. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, M. Nagui, d'avoir été parmi nous ce matin. Donc, rendez-vous pris pour demain, Inch'Allah, au niveau de l'Opéra d'Alger. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue. Donc, ce sera une autre page d'histoire qu'on va ouvrir en votre compagnie. Cette fois-ci, ce sera donc à travers une exposition de photographie. Alors, c'est une exposition de photographie hommage à l'un des premiers photographes de la Révolution algérienne qui nous a quittés dans les années 90, en 96 particulièrement. Il s'agit de Mohamed Rouas, donc l'un des premiers photographes donc, de la guerre d'Algérie, de l'ALN, pardon. Donc je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Mohamed Kouassi, le Moudjahid, le pionnier de la photographie, a marqué l'histoire de l'Algérie en mettant son talent au service de la Révolution. À travers son objectif, il a capturé des instants cruciaux de la lutte pour l'indépendance, révélant le courage des Moudjahidines et la résilience du peuple algérien. C'est toujours délicat. Il faut se rendre compte que nous sommes 60 ans après l'indépendance et que ce que vous voyez sur les murs de cette exposition s'est passé il y a plus d'un demi-siècle. Comment rentrer dans la peau et comment rentrer dans les sentiments, la fierté ou la douleur des gens de cette époque.
nous sommes à 2 ou 3 générations. Donc, c'est ça le rôle d'une exposition. Et nous avons la chance d'avoir un photographe hors pair, c'est-à-dire qui a pu photographier des choses sans qu'ils se fassent remarquer. Donc, les gens étaient comme s'ils étaient chez eux et comme s'ils étaient dans leur habitude. Et donc, vous voyez des photos d'un naturel incroyable. Et alors, les gens peuvent aujourd'hui voir quel est le niveau de perception qu'avaient les Algériens. À travers cette exposition, au musée Bastien 23, un vibrant hommage est rendu à cet homme qui a su immortaliser les moments forts de la révolution algérienne. Des photos exposées mettent en lumière les figures emblématiques de cette période. En présence de sa famille, notamment de son épouse, l'événement a attiré un large public, composé d'historiens, de passionnés, de photographes, venus découvrir ces chefs-d'œuvre. Kouassi représente une époque extraordinaire pour tous les Algériens dans les années juste après l'indépendance, avant l'indépendance et juste après l'indépendance. On a vécu une période de vie comme c'est très très difficile d'imaginer. Alger, c'était la capitale de l'humanisme, de la révolution. La jeunesse, elle était impliquée pour le développement de l'Algérie. Et Kouassi a honoré par la photo cette période extraordinaire de la guerre juste après l'indépendance. Il était photographe durant la guerre de libération, donc durant la Révolution. Il a laissé un héritage très important. Et nous, en tant que je suis son neveu, donc on a le devoir de mémoire, le devoir de montrer son héritage à la jeunesse algérienne. Cet événement a célébré non seulement le talent du photographe, mais aussi l'héritage qu'il a laissé aux générations futures, rappelant l'importance de l'art comme témoin et acteur de l'histoire. Et voilà, c'est donc une exposition de photographie de l'un des premiers photographes, je vous le disais, de La Hélène. Donc il s'agit de Mohamed Kouassi et c'est Friel Cheikh donc qui a fait la couverture de cette exposition, un autre devoir de mémoire, encore une fois, dont la famille a fait preuve. Et cette fois-ci, donc, nous allons parler de sport cérébral particulièrement, puisque nous allons parler de jeux d'échecs et parmi nous donc l'un des arbitres internationaux donc au jeu d'échecs, M. Marwan Tapti. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, merci de l'invitation. Allah yasselmek marhaba bik, vous êtes accompagné, vous me disiez d'un de nos échephile. élèves, Samy. Alors c'était le mot échephile. Échephile. Échephile, voilà. Samy, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Bien. Bien, tu es content d'être parmi nous? Oui. Eh ben, nous aussi, on est content que tu sois parmi nous. Tu as quel âge, Samy? 8 ans. 8 ans, Allah Ibarak. Alors, Monsieur Tapti, je reviens à vous. Oui. Donc, si aujourd'hui on parle de jeux d'échecs, parce que le processus, comme vous le disiez, d'intégration des jeux d'échecs aux Jeux Olympiques est déjà entamé, n'est-ce pas? Très juste. Très juste. Aux derniers Jeux Olympiques qui se sont tenus à Paris en 2024, ça coïncidait avec le 100e anniversaire de la création de la Fédération internationale des échecs. À cette occasion, il y a eu un tournoi de super grands maîtres, les meilleurs joueurs au monde ont fait un tournoi dès les premiers jours, quelques jours avant la cérémonie officielle des Jeux Olympiques, et c'était considéré comme la première phase d'un processus d'intégration des échecs dans le programme olympique. Et nous ne perdons pas espoir que pour les Jeux de Los Angeles, il semblerait qu'on soit parvenu à un accord pour que les échecs soient intégrés dans les festivités, le programme des Jeux Olympiques. Et c'est une exhibition, ça ne donne pas lieu à des médailles. Toutes les disciplines qui ont été introduites aux Jeux Olympiques sont passées par cette phase. Donc nous considérons que c'est le premier pas vers une introduction réelle
et complète avec remise de médailles. Déjà en Algérie, nous sommes membres du comité olympique. Hein. Très bien. Donc, on va dire que c'est une grande acquisition pour tous les échecs, j'ai envie de dire, et surtout pour toutes les fédérations qui existent. Ça va donner encore un autre engouement, un autre encouragement. N'est-ce pas? Plus de visibilité, plus d'accès aux sponsors, ça aussi c'est une question de vie ou de mort pour les disciplines sportives, surtout une discipline comme les échecs où la médiatisation pose problème et lorsque la médiatisation n'est pas au niveau requis, c'est clair que le sponsoring, l'accompagnement par les institutions est moindre. Voilà, donc on espère que ça va donner un petit coup de fouet à la discipline. Certainement pour donner plus de visibilité et avoir plus d'adhérents surtout. Alors Samy, tu me disais, ça fait 2 ans que tu as commencé les échecs. Alors qui t'a encouragé à aller faire aller apprendre donc à jouer aux échecs? Monsieur Tapti. C'est Monsieur Tapti? C'est vrai, tu le connaissais avant? Non. Non, alors tu peux nous raconter comment ça s'est passé avec Monsieur Tapti? Ça s'est passé bien. Aussi. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux m'expliquer comment on joue aux échecs? Tu sais, moi, je ne sais pas du tout jouer. Quand tu commences normalement les échecs, tu ne sais pas jouer. Tu dois apprendre comment ils bougent les pions. Oui, les pions, les dames, les tours, les cavaliers. Quand tu les apprends tous, tu vas avoir des feuilles. Il faut les apprendre un par un. Et il faut avoir bien, et il faut avoir de la concentration. Beaucoup de concentration, hein? Et tu arrives à te concentrer? Oui. D'accord. Tu penses que moi je peux commencer à jouer aux échecs? Oui. C'est vrai? Oui. Même si je connais rien de rien? Il faut commencer à comprendre quand ils bougent les tours, les cavaliers, tout, et commencer. D'accord. Donc tu penses que je peux le faire? Oui. Ah ben, je te remercie pour l'encouragement. Hein. Parce que moi j'ai toujours été hésitante. Pour moi c'est tellement difficile. Tu penses que c'est difficile? Non. Non? C'est pas difficile? C'est pas difficile. D'accord. Alors, donc ça fait 2 ans, tu as déjà participé à des compétitions? Oui. Oui, alors parle-nous de tes compétitions. La première compétition, ça peut être dur, mais à peu près, quand tu fais un peu plus de compétition, ça devient facile. D'accord. Et après, tu as eu des adversaires assez difficiles? Oui. Et tu as pu les battre quand même? Oui. Oui, bravo. Donc toujours avec la concentration, tu me disais. D'accord. Alors on va voir sur l'écran des échecs. Voilà. Tu peux m'expliquer ce que c'est? Le premier tout à gauche, c'est un pion. D'accord. À côté du pion, c'est une tour. À côté de la tour, c'est un cavalier. À côté du cavalier, c'est un fou. Qu'est-ce que c'est à côté du cavalier? C'est un fou. Un fou, d'accord. À côté du fou, c'est une dame. À côté de la dame, c'est un roi. D'accord. Alors Samy, est-ce qu'il y a, j'ai envie de dire, un jeu plus important que l'autre? Non. Non? Ils sont tous importants? Oui. Ils sont tous importants? Oui. La dame et le pion, ils sont pareils? La dame. Mais le pion, c'est pas comme la dame. Le pion, il peut avancer qu'une case. D'accord. Quand la première case t'est, tu peux avancer que 2 fois. 2. D'accord. Mais c'est juste une fois. Après les autres fois, tu peux faire juste une. Et la dame? La dame, c'est, on dirait, une tour et un fou mélangés en même temps. D'accord. Bravo. On voit que la prise en charge, l'encadrement est très exigeant, Monsieur Tapti. C'est un élève assidu. Quand les gens aiment, ont de la passion, même si ce qu'il faut enseigner est difficile, ça s'acquiert très rapidement. Et Samy fait partie de Il a même eu de l'impact sur moi, d'ailleurs. Il m'a même encouragé, moi qui me dis, bon, à mon âge, on a un programme qui s'appelle Flash Échecs, qui consiste à apprendre à jouer aux échecs en 20 minutes. Donc, si vous nous prêtez votre cerveau 20 minutes, au bout de 20 minutes, on vous donne un diplôme comme quoi vous savez jouer aux échecs. Ça s'appelle Flash Échecs. On le fait chaque fois qu'on nous sollicite. On fait une journée sur les échecs. On ramène un animateur. Il forme les gens. C'est une initiation. En 20 minutes, les gens savent jouer aux échecs. Donc, maintenant, bien jouer aux échecs, ça, il faut une vie. Voilà, ça, il faut une vie, de l'expérience, effectivement. Absolument. Mais le flash échec, c'est vraiment une initiation aux échecs. En 20 minutes, express. Oui.
20 minutes express. Pour tous les niveaux. Hein, tous les Mais, niveaux. Monsieur Napti, je ne sais pas s'il y a eu des études dans ce sens ou pas. Moi, je suis tombée en tout cas sur des articles dans ce sens, où on sait que jouer aux échecs, pour un garçon comme Samy qui grandit avec, ça a par la suite de l'impact sur toute la vie, sur la vie quotidienne. Donc déjà sur les résultats scolaires, pour les managers, paraît-il, sur la prise de décision, parce que les managers, à un moment donné, ils se retrouvent dans des situations très difficiles où il faut prendre une décision. Et tout ça, ça devient comme très facile pour ces personnes. Ils ont un avantage par rapport à ceux qui n'ont pas subi cette formation de jeu d'échecs. Et les bienfaits des échecs sont tels que dans certains pays, c'est pratiquement le système d'enseignement. Par exemple, en Turquie, il y a 1 million d'enfants qui jouent aux échecs à l'intérieur du système d'enseignement. Donc, si des pays ont pris des mesures aussi volontaristes, c'est qu'ils sont déjà convaincus du bienfait de la discipline. Samy a évoqué quelques-uns, parmi lesquels la concentration, la mémoire, etc. Et au bout du compte, les élèves, quand ils arrivent en terminale, ils passent leur bac. Un échiphile qui a moins de 14 sur 20, pour nous, c'est un échec. Et nous avons à peu près 0 échec au baccalauréat. Et tous mes élèves sont maintenant des ingénieurs, des avocats, des médecins, etc. Donc, ça a un effet direct sur le rendement scolaire. Et justement, par rapport à cet impact des jeux d'échecs sur le rendement scolaire, on va dire c'est un petit peu votre combat, parce que vous essayez quand même d'introduire les échecs dans le système éducatif, et le système scolaire. Très juste, et il y a même eu des décisions interministérielles entre le ministère des Sports et le ministère de l'Éducation nationale. Et bon, nous sommes en train de suivre l'évolution, c'est-à-dire même les autorités ont pris la décision, si vous voulez, la décision politique d'utiliser les échecs comme moyen pédagogique à grande échelle. Nous, bien entendu, on est à la disposition, si on a un rôle là-dedans, probablement. Nous accompagnerions cette politique, bien entendu. Mais c'est une fédération qui existe déjà, monsieur Tapti. Alors, qu'en est-il de l'engouement? La fédération existe depuis 1973. En 1973, dans le monde, à peu près 70 fédérations ont été créées d'un seul coup. Parce que c'était les conséquences directes d'un championnat du monde entre un Russe et un Américain, Robert Fischer, et Boris Spassky. Et il y a eu tellement d'impact mondial de la discipline que l'année d'après, 70 fédérations ont été créées, parmi lesquelles la Fédération algérienne des échecs. Voilà. Mais qu'en est-il un peu de l'engouement? Est-ce qu'il y a un engouement? Est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'on est conscient, sensibilisé par rapport à l'importance de ce jeu? Il y a un engouement. La discipline existe sur une trentaine de wilayas. Nous avons des ligues de wilaya, nous avons des clubs. En ce moment même se tient le championnat d'Algérie, première division à Béjaïa, par équipe, et de deuxième division à Ain Bnian. Donc il y a une activité, mais bien sûr, on souhaite que ça se développe. On trouve qu'elle gagnerait à être encore plus élargie. Tout le territoire national est couvert. Par exemple, le sud algérien, nous avons une délégation régionale du sud avec des subdivisions. Récemment, nous avons créé un club à Tindouf. Donc, on est vraiment partout, si vous voulez, mais les effectifs restent modestes. Parce qu'il faut quand même être boosté. Bon, on ne va pas transformer cette émission en analyse de la situation des échecs, mais il y a des choses à faire. En principe, nous avons des oreilles attentives. Voilà. Alors, Samy, là, on me dit, on va voir une photo. Tu me dis, est-ce que tu connais la personne ou pas? C'est un petit garçon. Tu le connais? La figure? Non. Non. Alors, c'est le jeu. Alors, on me dit le jeu. Est-ce que tu reconnais le jeu? Pas la personne, pas le petit garçon. Oui, je connais le jeu. Ah, tu peux nous expliquer ce que c'est? C'est un échiquier. Les pions, ils doivent être toujours haut. Et les trucs les plus importants, ils doivent être toujours en bas. Et là, qui c'est qui est gagnant? Tu peux nous dire, tu peux savoir qui c'est qui est gagnant d'avance entre les blancs et les noirs? C'est les blancs. Les blancs?
Qu'est-ce qui te fait dire? Je ne comprends pas, hein. Vraiment, je ne connais rien. Parce que la tour, elle tuait la dame. Et chez les blancs ou chez les noirs? Je ne vois pas. Chez les noirs. D'accord. Et si le roi il me tue, moi j'ai la dame. D'accord. Monsieur Tapti, qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que pour juger une position, d'abord il ne faut pas être en 3D, il faut être en 2D, c'est au moins avoir une vision sur le... Donc c'est très compliqué, mais a priori, il semble qu'il y ait plus de matériel blanc que de matériel noir, a priori, parce que parfois on peut avoir plus de matériel et ne pas être en position de gain. Voilà. Mais donc je ne peux vous donner qu'une vue aérienne de la position. A priori, ça semble être une meilleure position pour les Blancs, mais c'est un peu hasardeux de se prononcer comme ça sur un échiquier dont on ne voit pas toutes les pièces en plus. Voilà. Alors, Samy, tu préfères les noirs ou les blancs? Les blancs. Les blancs. Tu joues toujours avec les blancs? Tu as toujours la chance de jouer avec les blancs? Non. Non? Et si tu tombes sur les noirs, tu joues quand même? Oui. Ça te dérange pas? Parce que si ils jouent les premiers les blancs et moi je joue avec les noirs, donc un peu plus de concentration parce que on doit savoir où il doit jouer après. Donc il faut contrer la position. Les blancs ont un avantage du fait de jouer en premier. Donc les jeux de blanc, c'est des attaques si vous voulez, et les jeux de noir, c'est des défenses. D'accord. Voilà. Donc d'ailleurs les forts joueurs dans les très hauts tournois de très haut niveau, la majorité des parties se terminent par une nullité. C'est rarement que ça soit brisé comme ça en un seul match. Et la politique d'un joueur de haut niveau, c'est de faire nul avec les noirs et de gagner avec les blancs. Voilà. Donc, il faut beaucoup de travail pour ça, hein, n'est-ce pas, Samy? Oui. Il faut beaucoup travailler. Ça, c'est le Très bien. En tout cas, ça a été un plaisir de partager ce plateau. C'est partagé, je vous remercie de nous avoir... Samy, merci beaucoup. Voilà. Samy, tu es en plein devoir, je pense, non? Non. Non? C'est bientôt les compositions? C'est un bon élève. C'est un bon élève, oui, j'imagine. Il a d'excellentes notes. Oui, j'imagine. Bravo en tout cas, Samy. Très belle continuation. Monsieur Tapti, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Alors, la prochaine fois qu'on vous recevra, vous allez nous dire c'est bon, les jeux d'échecs font intégralement partie des Jeux Olympiques. Je vous tiendrai au courant. Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. Très belle continuation. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté de l'Italie, dans la ville de Sétara particulièrement. Une ville étroitement liée à une ville de l'ouest d'Algérie, notamment Razaouet. Je vous laisse voir donc ce reportage qui lie historiquement ces deux villes. Donc un reportage signé Afaf Belhouchet, et on se retrouve juste après. Malgré l'hiver, une douce lumière baigne les ruelles de Sétara, ce petit village accroché à la côte amalfitaine où les parfums d'agrumes et de sel se mêlent. Mais ce lieu pittoresque cache un chapitre méconnu de l'histoire méditerranéenne, le lien indéfectible entre Sétara et l'Algérie. Une relation tissée sur les eaux de la Méditerranée est contrainte de se briser violemment. En effet, ce joyau de la côte sud de l'Italie porte en son sein les souvenirs d'une époque où ses habitants regardaient au-delà de l'horizon. Pendant des décennies et suite à des catastrophes naturelles, la ville de Razaouet fut leur refuge, leur espoir et parfois leur foyer. Toute ma famille y est liée. Mon grand-père y a passé de nombreuses années. Et ma mère, lorsqu'elle était enfant, a étudié à Razaouet, en Algérie. Elle y a vécu plusieurs années. J'ai aussi de nombreux parents enterrés à Razaouet, car ils y sont décédés et y sont restés. Depuis ma jeunesse, je rêve de ce jumelage culturel avec Razaouet, car non seulement ma famille, mais aussi 80% de mes concitoyens s'y rendaient à l'époque. À Sétara, il n'y avait pas de travail et beaucoup de pauvreté. Mais grâce à Razaouet et à toute l'Algérie, ma communauté a retrouvé sa dignité. E grazie a Razaouet e tutta l'Algeria hanno dato dignità al mio popolo. Dans ce village, chaque ruelle, chaque pierre semble porter l'empreinte d'une Algérie aimée et chérie. Pourtant, ce lien fut brutalement rompu en 1962, alors que la violence meurtrière de l'OAS jetait son ombre sur cette fraternité méditerranéenne. Mon père est parti en Algérie à l'âge de 12 ans. Mon père, lui, parlait parfaitement le français ainsi que l'arabe. Je me souviens qu'à table, quand des Algériens venaient nous rendre visite ici, il parlait longuement avec eux, même s'ils n'avaient pas remis les pieds en Algérie depuis 25 ou 30 ans. Ils se souvenaient encore de tout. Mon père et ma mère parlaient toujours des Algériens et de l'Algérie avec beaucoup de respect.
L'Algérie, à travers Razawet, n'était pas qu'un lieu de travail, mais pour ces familles, elle était un foyer. Et c'est effectivement ce lien à la fois affectif et économique que le maire de Serrata espère raviver en portant ainsi la voix de ses administrés. Il mio sogno e il mio desiderio, io mi commuovo quando... Mon rêve, mon désir, je suis émue quand je repense à ces choses, c'est de créer un jumelage entre Setara et Razawet. C'est pourquoi j'ai ce souhait que j'espère réaliser pour reconnecter des maillons manquants. Après la Révolution, il y a eu cette séparation. Et maintenant, je voudrais, disons, rétablir ce lien qui a existé pendant 200 ans entre Setara et l'Algérie. Ricongiungere l'anello che c'è stato per 200 anni tra i cetaresi e l'Algeria. Un rêve qui semble à portée de main tant les souvenirs vibrent encore à Razawet et à Setara, des deux côtés de cette mer qui unit plus qu'elle ne sépare. Et de retour sur le plateau, comme chaque vendredi, toujours bien entouré entre mes amis. Sam, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très très bien. Ça se passe bien? Siham, bonjour. Bonjour, Smakhir. Comment ça va? Oui, ça va, cool, alhamdoulilah. Je ne pouvais pas être indifférente à ton pendentif. Oui, le lion des rigoles d'Alger, en fait. Du côté de l'Amirauté. Ben voilà. Oui. On le reconnaît, hein, imposant. Ah oui, imposant. Ça va, Siham? Ça se passe bien? On a passé une bonne semaine? Alhamdulillah. Sam, bonne semaine. Samira, bonne semaine. Très très bien. Alhamdulillah. Sam aussi, c'est bien. Oui, bon. Oui. Sam, c'est pour les intimes, comme on dit. Depuis le lycée. Depuis. Avant, peut-être. Alors, aujourd'hui, Samira, tu choisis donc de rendre hommage à une grande dame, hein, une dame qui a beaucoup fait pour le livre, beaucoup fait pour l'édition et surtout pour les jeunes, qui a beaucoup accompagné les jeunes. Elle a accompagné les jeunes, c'est Samia Znadi, co-fondatrice des éditions APIC. On commence juste après Jingle. Voilà, c'est ça. Voilà, j'étais partie directement sur, mais voilà, ce sera juste après cela. Et voilà, donc on disait, c'est Samia Znadi, qui est décédée le 20 janvier dernier. Elle a beaucoup apporté. Elle a apporté dans le monde de l'édition. Elle a apporté dans le monde de l'édition nationale, internationale et africaine. Elle était, on la connaît bien sûr, elle est venue à la télévision, on l'a rencontrée au Salon du Livre, on l'a rencontrée au Salon du Livre international d'Alger à la SAFEX, à celui de la jeunesse où elle y était dans le comité d'organisation pendant 2 ans, c'était de 2008 je crois à 2010, donc c'était livre jeunesse, littérature et livre jeunesse justement. Donc oui, ça se faisait, je pense, à l'esplanade du Riyad el-Fath. Voilà, Samia Znadi, c'est d'abord une archéologue de formation. C'est quelqu'un qui était passionné par la culture, bien sûr, par le livre, par le patrimoine. Et elle a été la directrice de la collection Patrimoine d'Algérie. Ils ont alors édité ce livre qui s'intitule, c'est un beau livre en fait, Au fil des temps, l'art du tapis. C'est une collaboration bien sûr, elle l'a écrit, ils ont présenté, on va dire de manière exhaustive, tout le patrimoine du tissage tapis de l'Algérie à travers le temps. C'est un très très beau livre, c'est un livre de référence que moi-même j'ai utilisé à plusieurs reprises en référence pour présenter à chaque fois un tapis d'Algérie. Donc elle est rentrée dans l'histoire, elle est rentrée dans les bibliothèques, elle est rentrée dans la mémoire du pays bien sûr, et surtout parce qu'ils ont édité avec Kerim Cher, son mari, que l'on connaît depuis le début, dans tout ce qui est Afrique. Ils ont édité, c'est les seuls je crois dans toute l'Afrique du Nord à avoir édité de manière, on les voit tous les deux. Oui, sur la photo. Voilà, donc des combattants de la littérature algérienne, africaine, de la poésie aussi, puisqu'ils ont une collection de poésie du monde. Ils ont édité Habib Tengour par exemple. Ils ont édité plusieurs auteurs étrangers, des Italiens. Voilà, donc il y a eu aussi moi je reviens sur la collection africaine qui s'intitule, voilà, on voit, c'est plus de 17 titres.
Ça s'appelle Résonance africaine. On ne peut pas tous les donner, mais on va citer avec Tierno Monenambo, qui est venu l'année dernière aussi. Je rappelle que Samia Snati Shir, c'est son nom d'épouse, a dirigé aussi le PANAF, l'espace PANAF au Salon international du livre, à la 15e édition, et qu'à l'occasion, elle a créé une revue qui s'appelait L'Afrique parle livre, pour te dire. Une revue très intéressante. C'est comme la gazette en fait, du Salon du livre qui revient sur les auteurs, tout ce qui est présenté. Ils nous ont ramené des gens vraiment intéressants au Salon du livre. Donc Gabriel Okonji, qui a publié au matin de la parole. Sami Tchak aussi, c'est un Togolais. Enfin, ils ont édité énormément d'auteurs de différents pays d'Afrique. Voilà, surtout du Sahel, mais d'Afrique en général. Ils ont édité Olivier Lecourt Grand-Maison. Ils ont édité aussi Alain Ruscio. Alors ça parle de la guerre d'Algérie en fait, de la participation de plusieurs franges comme les communistes. Voilà, ça c'était en 2023 je pense, ça faisait 20 ans. Voilà. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur. Oui. Ils ont beaucoup fait. Ils ont les éditions Habitat Ngor a reçu un prix. Donc ils ont eu beaucoup d'auteurs qu'ils ont édités, eux aussi encouragés, qui ont eu des prix internationaux. Le vent a dit son nom. C'est le roman du jeune Mohamed Abdallah qui a été lauréat du Grand Prix Assia Djebar en 2022. Et il a eu aussi le prix continental Ahmed Baba. Voilà, donc pour te dire, c'est une maison d'édition qui s'est construite. Elle est jeune, c'est 2003, mais ils ont fait un parcours de fou. Ils ont édité énormément de personnalités. Ils ont encouragé des jeunes qui ont eu plus tard des prix, on va dire prestigieux. Voilà. Puis même la résonance, elle est continentale, elle est africaine. Elle est africaine, elle est algérienne, elle est universelle puisqu'ils ont des auteurs de différentes italiens. Ils ont réédité des œuvres. Ils ont édité L'Art al-Mawgal qui lui a fait un travail sur Kateb Yassine. Ils ont édité notre collègue Jawad Rostom, voilà, pardon, Toiti. Je ne me suis pas trompée. Voilà, donc qui anime une émission sur le livre. Donc voilà. Elle a apporté beaucoup et Amel Almi bien sûr, et moi-même je tenais à revenir sur petit hommage, on y reviendra plus tard parce qu'elle a fait énormément de choses, ils ont édité énormément de livres, donc forcément on y reviendra certainement tôt ou tard. Voilà. Inch'Allah, on termine peut-être sur ça. Oui, Sami Tchak, c'est fille de Mexico, c'est le Togolais, voilà. Voilà, merci beaucoup Samira. Merci, et puis merci à Samia Snadi, et nos condoléances à la famille Snadi et Chir. Voilà, donc on la voit sur cette photo, toujours aussi souriante. Belle, tout le temps habillée en africain. Toujours souriante et toujours plein d'énergie. Beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup d'engagement aussi, parce que c'est le maître mot de la maison d'édition APIC, qui tombe à pic, qui ont essayé et qui continuent. Le livre, c'est un monde difficile. Le prix du papier est très cher. Voilà. Ils ont été présents à chaque événement. Et puis, avec un penchant spécial pour l'édition africaine. Elle a participé ils ont participé tous les deux à tous les événements, que ce soit en Afrique, à Caracas, elle y est allée. Voilà, elle avait un penchant pour France Fanon, pour Kateb Yassine, enfin pour beaucoup de choses comme ça. Un bel hommage, Samira, que tu as choisi de lui rendre aujourd'hui. Et les livres sont disponibles en librairie, les éditions APIC, il y en a, il ne faut pas hésiter. Très bonne qualité de facture. Et surtout la très grande bon littérature. Et surtout très bon contenu, Samira. Exactement. Voilà. Surtout très bon contenu. Merci beaucoup, Samira. Siham. Tu vas nous emmener de quel côté aujourd'hui? Jetlag, voilà, exactement. Alors moi, où est-ce que on va rester. En fait, on va pas trop bouger parce que nous sommes pris par le temps. Nous sommes déjà, c'est le mois de Chaban qui s'annonce. Et rappelez-vous, Chaban, c'est aussi un prénom. Effectivement, et on va en parler juste après cela. Et
voilà, donc aujourd'hui, on va, si je comprends bien... On va parler du prénom de Chaban. De Chaban. Voilà, le prénom de Chaban. On va parler donc des prénoms qui ont rapport avec une les période mois particulière. Voilà, et les pour mois. cause. Oui, exactement. Donc déjà, il faut dire que Chaban, ou cette appellation de ce mois qui précède le mois de Ramadan, est présente dans l'histoire de l'humanité, l'histoire de l'Arabie, depuis la période pré-islamique. C'est-à-dire que même lorsque l'islam a vu le jour, le Chaban existait aussi. Alors pourquoi on l'appelle comme ça, vous remarquez qu'il y a ce radical de Shab, peuple, ou population, n'est-ce pas? Alors, il faut dire que la première forme du pluriel en langue arabe, c'est el-muthanna, ou le duel. Okay, c'est une première forme de pluriel. Déjà, quand on parle de duel, on parle automatiquement de pluriel. Parce que la langue arabe est basée sur des métaphores et des périphrases. La langue arabe, c'est véritablement des expressions ou des formes figurées. C'est-à-dire, quand on dit « ça ne veut pas dire que je vous ai dit 60 fois, mais c'est une métaphore ou c'est une périphrase qui indique plusieurs fois. Okay. Donc c'est la quantité. Et c'est pour ça que parfois, quand on connaît pas très bien, on n'est pas très proche de cette langue, des fondements de cette langue, on a tendance un petit peu mal se retrouver en fait dans le contexte. Sha'ban, Sha'ban, donc peuple, population. C'est le premier pluriel du mot Sha'b. Alors pourquoi ce mois-là porte le nom de Sha'ban? Parce que vous savez que le monde d'Arabie était basé sur la transhumance. Donc c'est c'était une population qui bougeait, qui était tout le temps en mouvement. Ils passaient l'hiver ici, le printemps là, l'été au nord, l'hiver au Yémen. Donc c'était à la recherche. Ils avaient leurs repères, hein, certains puits, certaines régions. Exactement. Et le mois de Sha'ban, c'était le mois vraiment qui était propice pour les déplacements. Donc, les plus grandes tribus d'Arabie changeaient d'endroit, non pas par rapport aux saisons, mais par rapport à ce mois-là. Pourquoi on l'appelle Sha'ban? Parce que Shu'ub était Sha'ab. Donc il y avait cette population qui prenait la route. C'était le début des voyages, le début du changement de place. Allez, on remballe, on met tout sur les chameaux, sur les dromadaires, etc. On quitte les lieux pour la transhumance. Donc vous voyez qu'il y a tout un déplacement. Et le mot Sha'ban, le prénom Sha'ban, exactement comme le mois, c'est ou bien le prénom de cet enfant qui est né en plein rihla, hein, en plein voyage, ou bien c'était l'enfant qui est né pendant le mois de Sha'ban. Cette-ci est plus répandue chez nous en Algérie. Celui qui est né le mois de Sha'ban, donc il s'appellera Sha'ban. Et on s'en fout si c'est le premier ou le dernier jour, la première quinzaine. Le Mohim, Zadfi Sha'ban, donc c'est Sha'ban. La même chose pour Ramadan. Les Zadfi Ramadan, on va l'appeler Ramadan, n'est-ce pas? Exactement. Et nous avons, cette tradition. Le prénom Sha'ban qui a reculé nettement. Il n'y a plus pratiquement de jeunes Sha'ban. Alors les Sha'ban qui restent ici ont plus de 40 ans. Il y en a tous. beaucoup en Kabylie. Oui, un petit peu partout, même au sud. Un petit peu partout, même au sud, il y a une Sha'ban. Mais voilà que c'est en train de prendre du recul et on le recense maintenant. Ici, il y a cette génération qui va disparaître. Des Sha'ban, nous sommes tous condamnés à partir. Et si ces Sha'ban, toujours là, partent, il n'y aura plus de Sha'ban en Algérie, c'est dommage. Voilà. Alors, est-ce que ça a un équivalent au féminin? Non, je ne connais pas. Non. On pas alors, si on veut, c'est rare. Il n'y a pas d'équivalent, mais il y a ce qu'on appelle Sha'baniya, qui est une tradition qui a une relation avec les maisons du Diwan. On en parlait tout à l'heure, moi et Samira. Alors, Diwan, pourquoi? Parce que le 27e jour du mois de Sha'ban, ils diront Sha'baniya, c'est-à-dire ils préparent Ramadan. D'accord. Voilà, c'est une fête. C'est plus une occasion. C'est une occasion, mais pas un prénom. Oui. Il n'y a pas un prénom. Voilà. C'est aussi le jeûne. Il y a le jeûne, la pratique du jeûne pendant le mois de Sha'ban. Oui, c'est
c'est une préparation psychologique à Ramadan, d'accord? Donc c'est une préparation physique aussi. Oui. Voilà. Alors un autre prénom féminin cette fois-ci qui a une relation avec la transhumance, avec Tirhal, avec les voyages. C'est un prénom qu'on retrouve à 99,99% qu'en Algérie, sauf pour ceux qui vivent ailleurs et qui ont donné ce prénom, c'est le prénom de Hizia. Oui. Voilà. Hizia qui est bien présent, qui est toujours là, qui existe. Ça nous rappelle une partie très très particulière de l'histoire, n'est-ce pas, Hizia? Oui, voilà. Et que signifie alors Hizia? Pourquoi on donne ce nom? C'est quoi Hizia? Hizia, c'est la maîtresse de maison. Ça vient de l'hayiz. Vous voyez? D'accord. Orsum hayizan. Oui. Ça nous a bien suivi, ça, pendant de longues années au primaire. Exactement. En tout cas. Donc c'est un espace. C'est l'espace et c'est la maîtresse de l'espace. Donc c'est la dame de la maison. C'est celle qui contribue dans un espace bien précis. La famille, la tribu, le lieu, par exemple, c'est des Khaled, la Djellal, etc. Donc c'est le lieu de cette dame et la dame des lieux. Voilà, pas la dame des cœurs, mais la dame des lieux. C'est ça, Hizia, ça vient de Hayiz. Donc c'est elle, la maîtresse de maison, c'est la dame des lieux. C'est aussi un prénom qui nous rappelle une romance, qui nous rappelle une histoire d'amour extraordinaire, qui nous rappelle une partie femme, intégrante d'ailleurs de l'histoire d'Algérie. Une femme martyre de quoi en fait? Des traditions. Du fatalisme, j'ai envie de dire, des traditions, d'une société plutôt patriarcale. De plusieurs choses. Et puis voilà, bon. Elle a épousé, elle a fini par vivre avec son amoureux 28 jours. Ah, voilà, 28 jours. Ouais, un mois lunaire, s'il vous plaît. Un mois lunaire. Voilà, c'est très important c'est très romanesque, ça. Hein, voilà, un mois lunaire. Et on trouve son histoire dans la geste arabe. Et elle est racontée depuis la nuit des temps. Samira lui avait consacré toute une rubrique. Et Siham était dans ce reportage. Voilà, effectivement, Siham était dans ce reportage. Et en fait, vous avez très très bien fait d'en parler parce qu'on fait tout de suite la relation entre le Jazia et Hizia. Et c'est deux personnages qui se ressemblent tellement. Bien que Hizia était une femme triste, Jazia était guerrière d'un côté. Jazia et Diab. Oui, Jazia et Diab. Jazia était plus présente que Hizia. Hizia se laissait aller par rapport à son histoire, par rapport à son destin. Par contre, Jazia, non, elle refusait. Elle stratège. Franchement, je ne saurais dire. Mais joueuse alors. Je sais pas. Allez, restons sur stratège, Samira, restons sur stratège. Voilà. Et donc, sinon, Jazia, ça veut dire quoi? Jazia, c'est le féminin de Jazi, et Jazia, c'est la gazelle. Non, c'est la gazelle, c'est la gazelle. La gazelle. Oui, la gazelle, c'est la gazelle. Et le nom, c'est le Jazi. Même le Jazi est un prénom féminin, en fait. D'accord. Jazzy. Jazzy, c'est féminin. Après, on a développé vers Jazia. Ok. Mais en fait, c'est Jazzy. D'accord. Et c'est la gazelle, Rim, si vous voulez. Ah oui. Voilà, c'est le Jazzy, c'est Rim. Et bon, c'est très ancien comme prénom. Ça a donné une idée à Abdelhamid Ben Haddouga de faire une sorte de marier entre l'Algérie et le Jazia. Et dans le DZ qui existe dans les deux prénoms, etc. Que dans son livre, dans son roman, El Jazia wa Darawish. Et c'est une jolie histoire. Cette femme insaisissable que personne ne pouvait avoir, en fait. Ah, finalement, elle porte bien son nom. Hein. Oui, Jazia, oui. Jazia, c'est un personnage que j'aime bien raconter, d'ailleurs. C'est un personnage. On n'aura pas le temps, malheureusement. Non, voilà. On a à peine 2 minutes, malheureusement, mais tu ne la raconteras. On dit que quand vous écoutez, alors je finis avec ça, je finis avec la fin est très belle. On dit que quand vous êtes en montagne, dans les zones rurales, que vous entendez le hurlement des loups. Sachez qu'il parle à l'âme de Jazia, parce que Jazia s'est donné la mort en se jetant d'un précipice. Elle est tombée tout en bas et bien sûr les loups l'ont pleuré toute la nuit. Et il y a ceux qui disent que non, les loups l'ont dévorée et c'est pour ça qu'ils ont les plus beaux yeux des animaux de la plaine. Et quand ils hurlent la nuit, en fait, ils chantent à la Jazia. Voilà.
Mais en réalité, Jazia comme Hizia, c'est des histoires d'amour. Hein. Voilà. Pas, il l'a mangé, le loup. Maintenant, si c'est le loup du petit chaperon rouge, va savoir. Ou le chacal. Mais c'est des histoires d'amour et qui ont marqué. Elles sont racontées. C'est d'abord la geste, bien sûr. C'est la transmission orale. C'est un patrimoine immatériel. Et c'est des histoires contées par des hommes. Oui, aussi. Mais non pas par des femmes. Voilà. Par les troubadours. Voilà. Et qui font partie aujourd'hui du patrimoine musical aussi. Puisqu'on les a beaucoup chantés. Littéraire. Maïssa B a fait un livre qui s'intitule Hizia, exactement. Il y a un film qui a été fait. Oui, Hizia, ça a été. Il y a d'autres femmes en Algérie aussi. Le groupe Zahir, dont fait partie notre collègue Hichem Daou, a une chanson qui s'appelle Hizia. C'est une reprise, bien sûr, du patrimoine. Mais bon, quand on chante Hizia ou quand on chante le Jazia, oui, Jazia est dans la jazz italienne, elle est chantée et comptée. Hizia aussi, elle est chantée et comptée. Et oui, reste Chaban. On trouvera une histoire pour Chaban, n'est-ce pas? Pourquoi pas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Les filles. Elle nous a projeté dans Ramadan. Voilà, effectivement. Voilà. Ben oui, bien dans le patrimoine, vraiment très très beau voyage. Et rien que pour vous,